regardez l'international sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous nous suivez également en direct de notre radio, la 96.3 FM, For You Radio, et bien sûr à travers toutes nos différentes plateformes YouTube et bien sûr Facebook, sans oublier notre application For You Media Africa. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes édition, donc on va dire spécial dans le cadre de cet autre programme, l'international, parce que nous avons un invité. Avant de le présenter, Cassandra Begoudé, c'est une co-présentation avec vous. Bonsoir et bienvenue. Merci Siké Doumbé, bonsoir également à vous et à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Eh bien, la République centrafricaine, vous l'avez dit, étant une de cette édition. Aujourd'hui, celle-ci fait face à plusieurs défis, notamment celui, par exemple, de développer son territoire, mais plus encore, de remettre à son peuple une constitution qui, voilà, épouse, mais répond également à ses aspirations, c'est-à-dire aux aspirations du peuple. Mais pendant que le peuple réclame donc ce changement, le président Faustin Archange Touadéra, lui, il tente d'y répondre à ses préoccupations diverses. Mais pour y répondre, le chemin n'est pas facile puisque le gouvernement lui semble faire face à des campagnes de déstabilisation, de désinformation. Nous y reviendrons donc dans notre édition spéciale de l'international avec notre panel, la Siké Doumbé. Tout à fait. Voilà donc le décor planté, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, ce sera un sujet unique autour de l'actualité en République centrafricaine. Plusieurs points seront abordés, entre autres la question de la réécriture justement de projet de la Constitution. On parlera également de cette, on va dire, cette crise entre guillemets, ce que certains appellent crise diplomatique. Est-ce qu'il y a réellement une crise diplomatique entre la République centrafricaine et la France? On reviendra en tout cas sur plusieurs points dans le cadre de cette édition. On l'a annoncé à l'entame, on a un invité, pas des moindres d'ailleurs sur ce plateau, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'est bien sûr le premier vice-président de l'Assemblée nationale du côté de la République centrafricaine, l'honorable Évariste Ngamana. Merci à vous, honorable, d'être avec nous ce soir. Je vous remercie, Moulila. On rappelle que vous sortez tout droit de... Vous avez participé à la COP 27. À la COP 27, oui, bien sûr. Avec le président... Avec le président Touadéra. D'accord. Et quelques parlementaires centrafricains dont j'ai eu l'honneur de conduire la délégation. Ah d'accord, ok. On espère que tout s'est bien passé de ce côté-là et que les décisions, voilà, certainement répondront aux attentes de la population. J'ose espérer, bien sûr. Voilà donc, honorable, on l'a annoncé, c'est une co-présentation avec ici Begoudé Madone. On va peut-être commencer avec les questions. Déjà dire bienvenue peut-être à l'honorable Évariste Ngamana sur ce plateau, mais également démarrer et entrer bien sûr de plein pied dans le sujet qui nous intéresse, c'est cette réécriture de la Constitution du côté de la République centrafricaine. Le professeur Faustin Archange Touadéra, il répond à un appel à la révision, je dirais même à la réécriture de cette Constitution. Eh bien, depuis, il se bute à un manque de coopération et de soutien aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays. C'est que tous lui prêtent l'envie de briguer un troisième mandat. Alors, elle regorge pourtant d'inconvénients, cette fameuse constitution. Avec vous, peut-être on pourrait commencer par en parler avant de vous demander comment est-ce que vous comprenez cette attitude. Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier votre média, For You TV, qui fait un travail remarquable. Et c'est un devoir dont je dois d'abord m'acquitter, du fait que par vos médias, nous essayons quand même de rétablir la véracité des faits, la vérité de ce qui se dit sur la République centrafricaine. Oui. Et donc, je remercie Manuela, je remercie vous-même, Madone, ainsi que les techniciens qui, grâce au génie on nous suit en ce moment. Alors, je voudrais d'abord rectifier une chose dans ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que le président ne soit pas soutenu dans ce projet à l'intérieur, comme vous venez de le dire, comme à l'extérieur. Effectivement, c'est une émanation du peuple centrafricain. Vous savez que au début de ce projet, ce n'est pas le président Touadéra qui a pris l'initiative. C'est au niveau du Parlement, un de nos collègues députés a eu à faire une proposition de loi allant dans le sens de la modification de la Constitution. Et la question a pu évoluer. Et je voudrais aussi dire aux spectateurs qui nous suivent en ce moment que quand le collègue député a fait sa proposition de loi, cela a recueilli, parce que pour faire passer
une proposition de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse en déclarer la recevabilité, il faut un certain nombre de signatures requises. Oui. Et donc, cette proposition de loi a pu recueillir 104 signatures sur les 140 députés que nous sommes. Alors, donc, nous en avons déclaré la recevabilité. La proposition a été transmise au niveau du gouvernement qui a émis un avis favorable tout en émettant quelques réserves Oui. en disant qu'il fallait tenir compte des aspirations profondes du peuple centrafricain. Et donc, pour revenir à votre question, cette question de la modification de la Constitution est fortement soutenue par le peuple centrafricain. Et d'ailleurs, c'est une exigence du peuple centrafricain qui, à travers des manifestations... Oui, on a couvert diverses manifestations du côté, exactement, de la des RCA. Manifestations, des mémorandums qui sont remis, que ce soit du côté de l'Assemblée, que la présidence. Le peuple insiste à ce que cette constitution soit modifiée ou carrément que ça soit réécrite. Pourquoi? Parce que il faut se dire que c'est une constitution qui a été adoptée par voie référendaire en 2016 par le 2015 et promulguée en mars 2016 par le peuple centrafricain au sortir de la transition politique qui a duré 3 années au moment où la présidente de transition était Madame Samba Panza. Et dans cette constitution, puisque une constitution est dynamique, elle est appelée à évoluer, elle n'est pas figée. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, du moins la majorité des gens se sont rendus compte que cette constitution ne cadre plus avec la réalité de notre pays. Et d'ailleurs, j'ai eu à dire un mot là-dessus quand j'avais accordé une interview à Forio TV pendant Policia Bangui. Et si on se met à parcourir cette constitution, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui poussent à ce qu'ils puissent avoir cette modification. Qui sont obsolètes. Par exemple, vous allez trouver dans la constitution, on parle du gouvernement de la transition, du parlement de la transition, de la cour constitutionnelle de la transition, etc. Et aujourd'hui, j'avoue que le peuple centrafricain a besoin de réécrire sa constitution parce que cela ne cadre plus avec la réalité. Et il y a un fort soutien du côté du peuple centrafricain. Lorsque vous parlez de réalité, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui doit changer dans cette constitution? Bien. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas simple de ce qui concerne le Parlement. Nous disposons dans la constitution d'un Parlement bicaméral, c'est-à-dire constitué de 2 chambres. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, et le Sénat. Mais il se pose un problème aujourd'hui parce que pour mettre en place le Sénat, il faut nécessairement qu'il y ait des élections municipales. Et depuis, pendant le premier mandat du président Touadéra jusqu'à maintenant, on ne parvient pas encore à mettre en place le Sénat à cause des élections locales qui n'ont pas pu être organisées, etc. Et donc, vous voyez, ça ne cadre plus avec nos réalités. Et aussi, il y a bien d'autres choses en ce qui concerne les questions liées aux critères d'éligibilité aux différentes élections. Il y a aussi l'exigence même de la jeunesse en ce qui concerne l'âge de ceux qui puissent se présenter à l'élection présidentielle ou bien aux élections législatives, et bien d'autres questions qui méritent effectivement aujourd'hui d'être réexaminées, etc. Qu'est-ce qui va changer? C'est-à-dire que, parce que lorsque on écoute les analystes ou alors les experts, on met en avant un certain nombre de changements qui pourraient s'effectuer du côté de la République centrafricaine. On prend à témoin, par exemple, le projet autour du Sangokoin. On parle de plusieurs réalités comme ça qui pourront changer le visage de la République centrafricaine. Quel est le lien entre cette nouvelle constitution et ces nouvelles donnes? Bien, je pense que tout ça a un lien parce que aujourd'hui on ne peut pas parler de la République centrafricaine sans pour autant penser à des questions liées au côté social, au côté économique, etc. La vision politique du président Touadéra voudrait à ce que la République centrafricaine puisse sortir de ses ornières et devenir quand même espérer à un développement. Aujourd'hui, à travers le Sangokoin, qui est un projet phare, qui permettrait, que c'est une monnaie numérique, qui permettrait quand même à la République centrafricaine de prendre de l'envol en ce qui concerne autonomie quand même. Exactement. Donc,
je pense que ces questions-là, au moment de la réécriture de la Constitution, méritent d'être quand même revues, parce que ça rentre dans le cadre de la vision politique du président de la République, mais aussi de la volonté du peuple centrafricain, qui a tellement souffert et qui aujourd'hui voudrait quand même espérer quand même un développement, même si c'est un semblant de développement. Vous êtes sans ignorer que pendant des décennies, la République centrafricaine n'a connu que des crises, en commençant par des mutineries, des coups d'État, des rébellions, etc. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec conviction que la paix revient sur l'ensemble du territoire, grâce à la vision politique du chef de l'État, grâce à la restructuration de l'armée, grâce aux efforts conjugués et du gouvernement ainsi que des partenaires de la République centrafricaine. Et maintenant, quand il y a la paix, il faut penser le développement. Donc voilà le lien qu'on pourrait faire entre ces deux choses. Et bien sur le chemin de cette réponse à l'appel du peuple, comme on l'a si bien rappelé au début de notre entretien, il y a eu l'épisode de la Cour constitutionnelle, mais aussi le peuple, bien sûr, qui a été peut-être offensé après cette décision, mais également le gouvernement qui ne naviguait pas sur les mêmes eaux avec cette fameuse Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas éteint les ardeurs des populations, qu'on a continué de voir dans les rues pour réclamer cette fois-ci un référendum. Mais maintenant, on se demande bien à quel niveau aujourd'hui se situent ces différents comités qui avaient été mis en place par les décrets présidentiels pour pouvoir réécrire justement ce projet de constitution. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même que nous puissions ensemble saluer le sens élevé du devoir du président de la République ainsi que de son gouvernement, puisqu'ils sont restés légalistes. Quand la Cour constitutionnelle a rendu cette décision qui a été tellement polémiquée en son temps, depuis le 23 septembre. D'abord, le gouvernement a pris acte, nous aussi. Je profite pour informer l'opinion que j'étais nommé président de ce comité-là qui était appelé à rédiger cette nouvelle constitution. Et quand la question a été retoquée au niveau de la Cour constitutionnelle, nous en avons pris acte. Et le gouvernement a fait un communiqué officiel pour dire que nous prenons acte, puisque la décision de la Cour s'impose à tout le monde, c'est susceptible d'aucun recours, nous en avons pris acte. Et aussi, j'ai réuni les membres de l'ancien comité pour leur dire, puisque la Cour vient de prendre une décision, nous prenons acte à la suite du gouvernement, et un décret ou bien des décrets ont été pris pour rapporter les décrets qui ont mis en place ce comité, ainsi que les membres qui le constituaient. Donc, il faut saluer d'abord ce sens élevé, mais il se pose un problème de fond. Si vous vous souvenez, le peuple centrafricain est sorti dans la rue. Je crois c'est au mois d'août. Au mois d'août. Pour exiger la réécriture d'une nouvelle constitution. L'Assemblée nationale a fait une proposition de loi. Cette proposition de loi a été attaquée au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, qui en principe ne devait pas connaître des questions liées à des actes réglementaires, a eu à rendre cette décision annulant le décret. Ce n'est pas la procédure, je tiens à préciser, ce n'est pas le processus référendaire qui est remis en cause. Ils ont juste annulé le décret mettant en place ce comité et ils ont ouvert une voie. Et c'est laquelle? C'est de dire que, puisque, ils ont annulé le décret mettant en place le comité, deux, ils ont dit que l'Assemblée nationale, en l'état actuel, ne peut pas faire une proposition de loi dans le sens de la modification de la Constitution, étant entendu qu'il fallait que les deux chambres soient réunies. Mais là encore, il y a un problème d'interprétation, puisque l'article 156 de la Constitution dispose clairement que, en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif. On n'a pas besoin encore d'interpréter. Bon, puisque pour la Cour, il était question que le Sénat soit en place, et c'est les deux chambres réunies en congrès qui puissent maintenant réfléchir sur la question d'une révision ou d'une modification, etc. Donc, ça devient deux choses. Maintenant, le troisième élément, c'est que la Cour dit, dans cette décision, qu'il reste une troisième possibilité, c'est que, en vertu de l'article 151 de la Constitution, soit l'initiative pouvait provenir du Parlement, et pour eux, le Parlement, c'est l'Assemblée et le Sénat réunis, quand bien même les dispositions de l'article 156
disent clairement que l'Assemblée... Voilà. Mais, deuxième chose, c'est que soit c'est l'Assemblée, soit c'est le président de la République. Et c'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, le peuple revient à charge pour dire, nous exigeons au président de la République de convoquer un référendum. Voilà, c'est pour dire que la question suit encore son cours. Et je pense qu'il y a une pression forte en ce moment. Récemment encore, au mois de septembre, le 22, au mois d'octobre plutôt, le 22 octobre, il y a eu encore une manifestation, une giga manifestation au point zéro de la ville, sur l'ensemble du territoire, où le peuple continue d'exiger la réécriture d'une nouvelle constitution. Et je pense qu'à un moment donné, le président de la République, qui tire sa légitimité du peuple centrafricain, sera obligé de donner suite à cela. Alors, on comprend qu'aujourd'hui, dans ce comité mis en place, il est en train de travailler justement sur ce projet de nouvelle constitution. Bon, je voudrais rectifier une chose. Oui. Vous savez, le comité a été dissous. Voilà. Le gouvernement n'a pris acte, le président de la République a pris un décret rapportant les dispositions de l'ancien décret. Donc le comité n'existe pas de manière formelle. Oui. Mais on ne peut pas empêcher à des hommes et des femmes de réfléchir sur cette question. Voilà, sur la question. Il y a un groupe d'hommes et de femmes qui sont en train de réfléchir. On ne peut pas empêcher un centrafricain lambda qui estime qu'il a quelque chose à apporter à son pays de mener une réflexion sur la question dans le cadre de la réforme institutionnelle et même de la Constitution et peut-être de le proposer au moment venu. Donc, voilà où nous en sommes en ce moment. D'accord, peut-être pour sortir tout légèrement de cette question de la Constitution, on a vu le président Faustin Archange Touadéra, il y a quelques jours de cela, recevoir le bureau actuel du côté de la Cour constitutionnelle avec le président par intérim. Est-ce que ça signifie que cette fois-ci, eh bien, les jalons aussi bien de paix avec la Cour constitution, mais également d'accompagnement sont bel et bien jetés et que peut-être un autre décret sera publié pour cette fois-ci justifier ou alors rendre légal ce comité? Bon, nous devons faire la différence entre ce qui relève des questions de droit ainsi que des questions politiques. Je pense que la décision rendue par la Cour constitutionnelle n'est susceptible d'aucun recours. Ça s'impose à tout le monde. Le gouvernement en a pris acte. Mais la démarche du président de la République consiste non seulement à faire comprendre aux membres de la Cour constitutionnelle qui sont là sur place, mais aussi à l'opinion, tant nationale et internationale, que le président de la République n'a rien contre la Cour constitutionnelle. La question liée au départ de la présidente n'est qu'une question d'ordre juridique relevant du droit administratif. Le départ à la retraite est un droit pour le bénéficiaire. Et donc, le président a pu recevoir, et là encore je salue vraiment le sens élevé du devoir que incarne le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a reçu les autres membres de la Cour constitutionnelle qui sont toujours en place pour leur expliquer que... Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, elle n'est pas la seule à figurer sur la liste de ceux qui doivent aller à la retraite. Même mon patron, le président de l'Assemblée nationale aussi, fait partie de... Et bientôt même le président de la République. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre. Oui, mais puisque... Il y a eu autant de remous autour de justement... Moi, je pense que c'est une instrumentalisation de la question par des gens qui ont une autre vision. J'ai bien dit tout à l'heure que nous devons faire la différence entre ce qui est juridique et ce qui est politique. La question du départ à la retraite de Mme Darlan ainsi que de son collègue M. Sango Bangafio n'est qu'une question d'ordre administratif, puisqu'ils ont atteint l'âge du départ à la retraite. Qui est de 65 ans. Et d'ailleurs... 65 ans. Oui, Mme Darlan en a 70 ou 72. Puisque dans les dispositions de ce décret-là, les professeurs, quand ils sont admis à la retraite, ils peuvent encore solliciter de l'administration une année renouvelable une fois. C'est-à-dire que si on pourrait même encore lui accorder 2 ans de plus, ça va atteindre 67 ans alors qu'elle en a 70, même un peu plus déjà. Donc, pour le président de la République, c'était de bonne foi qu'elle a pu recevoir les membres de la Cour pour leur expliquer que ce n'est pas de manière tendancieuse que cette décision a été sortie, puisque nous respectons la loi. Nous avons respecté la décision de la Cour
il appartient aussi aux membres de la Cour de donner l'exemple qui respectent aussi la loi. Puisque c'est ça, le statut général de la fonction publique est clair. Quand on admis à faire prévaloir ses droits à la retraite, on doit y aller. Autrement dit, aucun centrafricain n'ira à la retraite. Vous voyez, on va créer un précédent terrible. C'est peut-être la question du timing aussi. Oui, c'est ça qui a créé le débat. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, de toutes les façons, elle est appelée à faire prévaloir ses droits à la retraite. Alors, honorable, on va évoluer, parce que effectivement, toujours autour de du problème, la question de la Constitution. Je ne sais pas, avec le concours de la réalisation, si on peut afficher ce communiqué justement de l'APF qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un communiqué signé à Paris le 4 novembre dernier. On parle en objet destitution de la présidente de la Cour constitutionnelle en République centrafricaine. La commission politique de l'APF préoccupée par le coup de force politique. La réalisation, s'il vous plaît, si vous pouvez afficher le communiqué pour nos téléspectateurs, pour qu'on essaye aussi d'aller rapidement. On va peut-être rapidement lire quelques paragraphes. Du moins, je commence par le premier. La commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, exprime son inquiétude après la destitution de la présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, Daniel Darlan, ainsi que celle du juge Trinité Bango Sangafiao, avant le terme de leur mandat de 7 ans, en dépit de l'inamovibilité liée à leur fonction. Cette violation de la Constitution centrafricaine et du principe d'indépendance de la magistrature au profit d'ambitions politiciennes constitue un signe très inquiétant pour l'avenir et la stabilité de la RCA. Cet acte fait en effet suite à la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la Cour constitutionnelle avait dit le droit en annulant les décrets présidentiels créant un comité de réécriture de la Constitution qui ouvre la porte à un 3e mandat présidentiel. On termine avec le dernier paragraphe. Eh oui, l'APF continuera de suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation et pourrait envisager la mise sous observation de la RCA lors de sa prochaine réunion du bureau en janvier 2023. Pour rappel, déjà préoccupé par la dégradation du climat politique et sécuritaire, le bureau de l'APF avait placé sous alerte sa section centrafricaine. C'était en octobre 2021. Voilà donc pour la quintessence de ce communiqué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et bien, puisque l'on en parle, c'est à la suite de l'épisode avec la Cour constitutionnelle qui se poursuit donc cette fois-ci avec cette sortie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui dessine une, je cite, crise de la diplomatie, mais également une violation des droits de l'homme possible en République centrafricaine. Pour vous, honorable Évariste Ngamana, tentative de dissuasion? Bon, voilà encore un autre amalgame, si je puis répondre ainsi. Oui. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait éviter de faire de l'amalgame entre ce qui relève du droit politique et du juridique. Oui. Alors, sur la forme déjà, je voudrais rappeler au passage que je fais partie du bureau de la section centrafricaine de l'APF, qui a été avec le président de l'Assemblée nationale. Oui. Et vous savez, au niveau de l'APF, il y a différentes commissions. Sur la forme, vous voyez la commission politique qui a publié ce communiqué depuis Paris. Un communiqué écrit et publié depuis Paris, prend position et maintenant dit plus loin que lors de la réunion du bureau de l'APF, ils vont évoquer la question pour que la Centrafrique soit mise sous observation. C'est déjà une démarche faussée, viciée dès le départ. Je pense qu'on ne peut pas prendre une décision à la place du chef et après on va demander au chef de prendre la même décision. Je sais pour ma part qu'il y a la dernière réunion de l'APF qui s'est tenue à Kigali, sous la présidence de le très honorable Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De pareilles questions auraient pu être, même si la commission politique venait à constater une crise au niveau de la République centrafricaine, première démarche quand on est dans une association, c'est de se rapprocher de la partie concernée pour prendre au moins nos avis.
Ça veut dire que cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas. La section centrafricaine n'a jamais été contactée pour que nous leur donnions nos versions de faits. Aucune consultation. Aucune consultation. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ils auraient pu attendre la réunion du bureau et de soumettre la question à la réunion du bureau. Ça n'a pas été le cas. Et si vous voyez aussi, le communiqué n'a pas été signé. Pourquoi? Pour moi, à la limite, c'est un tract. Donc, je ne voudrais pas aller plus loin, mais je voudrais dire tout simplement que la République centrafricaine, le Parlement, du moins, d'ici le début de la semaine, va publier aussi un communiqué pour donner la véracité des faits. Et je pense que, par respect pour la section centrafricaine de l'APF, on aurait pu quand même nous écouter. Puisque la question du départ à la retraite de Mme Darlan, je l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas un départ forcé. Ils ont parlé de la destitution. Mais il qualifie d'ailleurs cette décision de coup de force. Il qualifie ça de coup de force. Est-ce que, selon vous, quand quelqu'un est admis à faire prévaloir ses droits à la retraite, c'est un coup de force? Non, j'ai expliqué, j'ai donné le détail. Qu'elle est même au-delà de l'âge requis pour le départ à la retraite. Bien au-delà, oui. Alors, donc, et ce ne sont pas les seuls centrafricains. Pourquoi on veut faire de la fixation sur la question du départ à la retraite de Mme Darlan, alors que des dizaines de professeurs, d'enseignants du supérieur sont allés aussi à la retraite dans cette même vague-là. Et puis, l'APF, qui est une organisation de la francophonie des parlementaires, aurait pu quand même, au nom du principe élémentaire de séparation de pouvoir, ne pas se prononcer comme ça à la va-vite. Parce que pour moi, c'est aussi une ingérence dans une affaire qui relève de la souveraineté de la République centrafricaine. Parce qu'on parle quand même de violation. Parce qu'on parle de violation, mais il parle de quelle violation de la Constitution? Quel est l'article de la Constitution qui a été violé? En droit administratif, le départ à la retraite constitue un empêchement définitif. Est-ce que Mme Darlan a été désignée ou choisie ou élue à la Cour constitutionnelle par suffrage universel direct? Non. Elle a été désignée par ses pairs. Et dès lors que elle est admise à faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire qu'elle perd la qualité d'enseignant du supérieur. Et en perdant la qualité d'enseignant du supérieur, elle perd aussi, parce qu'elle représente, mais il y a même une jurisprudence en la matière. Je me rappelle, il y a un magistrat qui siégeait au niveau de la Cour de justice de Semak, en N'Djamena, qui avait encore 2 ans pour aller vers la fin de son mandat. Et il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Mais ces pairs ont dit non. On l'a rappelé au pays et ils se sont concertés pour désigner un autre qui l'a remplacé pour finir le mandat. Et c'est ce qui va se passer pour Mme Darlan. Le fait que Mme Darlan quitte la Cour constitutionnelle ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle a été dissoute. C'est pour ça que vous avez vu les enseignants du supérieur se sont réunis. Mais là encore, voilà une raison qui pousse aujourd'hui à la réécriture de cette constitution. Quand les enseignants du supérieur se sont réunis pour désigner celle, parce que dans la Constitution, l'article, je crois, 90, si mes souvenirs sont bons, stipule que il faut 2 enseignants du supérieur, dont une femme. 2 magistrats, dont une femme. Alors, quand les enseignants supérieurs, et il faut une expérience professionnelle d'au moins 10 ans. Et quand les enseignants supérieurs se sont réunis pour désigner une dame, il n'y avait aucune femme enseignante supérieure qui répondait à ces critères. C'est pour dire que même cette constitution-là pose problème. Et ça mérite. Et c'est pour ça que dans le PV de carence, les enseignants supérieurs ont demandé la révision de cette disposition pour permettre à ce qu'on désigne un enseignant supérieur tout court. Donc c'est pour dire que le départ à la retraite de Mme Darlan, qui est une procédure administrative, qui relève du droit administratif, qui est purement légitime, légal, ne peut pas être compris comme si c'est une destitution, comme on veut le faire. Moi, là encore, on est en train d'instrumentaliser. Et je sais, ceux qui sont derrière cette manipulation, nous avons des collègues députés centrafricains qui refusent de venir siéger au Parlement et qui séjournent en Europe, qui vont de gauche à droite raconter... On fait aussi allusion à certains membres de l'opposition. Oui, mais justement. Et là encore, la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale
dispose clairement que si un député ne venait pas siéger pendant 2 sessions, il perd son siège. Là encore, si ces collègues-là continuent de résider en Europe et qu'on venait à leur retirer leur siège, ils vont parler encore de destitution. Donc vous voyez, le mal aujourd'hui, c'est que on veut faire d'une affaire purement juridique une affaire politique. Et la démarche qu'a entreprise l'APF, de mon point de vue, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, n'est pas la bonne. On aurait pu quand même écouter la partie centrafricaine et comme par coïncidence, comme par heureuse ou bien malheureuse coïncidence, le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine est aussi admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pourquoi on n'en parle pas? L'honorable Simplice Mathieu Sarandi fait partie des enseignants du supérieur qui doivent aussi à la retraite. Et ça, on n'en parle pas. Il n'a pas été cité. On ne cite que Mme Darlan, Sanafio, mais les autres enseignants. Est-ce que vous avez vu même les gens sont sortis dans la rue ou bien en ont fait tambour battant, etc. D'ailleurs, les magistrats se sont réunis dernièrement dans la salle de banquet de l'Assemblée nationale pour organiser un festin en l'honneur de leurs collègues qui sont allés à la retraite. Donc, nous pensons pour notre part que une question de ce genre ne doit pas faire l'objet de supputation, d'instrumentalisation et même de politisation. Et justement, puisque vous parlez d'instrumentalisation, politisation, simplement rappeler à nos téléspectateurs, puisqu'on l'APF met en garde justement le gouvernement de Bangui et parle de mise sous observation. On rappelle que cette disposition est prise selon l'APF. Elle est appliquée en cas de crise de la démocratie, ce sont les termes employés par l'APF, ou alors de violation grave des droits de l'homme, tels que reconnus par la jurisprudence internationale et visés dans les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface. La section mise sous observation, comme le cas de Bangui, qui pourrait être justement être visé par cette sanction, peut participer sans droit de vote aux différentes réunions de l'APF, mais ne peut occuper de poste à responsabilité. Moi, j'ai simplement envie de demander si cela aura un effet sur... Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, mais je pense que... Mais est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que de possibles sanctions inquiètent la RCA? Non, pas du tout, puisque au regard de ce que je viens de vous expliquer, peut-être que la commission politique de l'APF n'a pas été suffisamment informée de la situation. Et je pense qu'à l'occasion de la réunion du bureau, si l'occasion le permet, nous aussi nous allons apporter nos argumentaires. Ça permettra à ce que la situation soit clarifiée. Et pour l'instant, je pense qu'ils ne vont pas aller au niveau de cette sanction qui, bon, pour nous, pour l'instant encore, entre guillemets, c'est un non-événement, puisque la République centrafricaine fait partie de l'APF de manière libre aussi. Effectivement. Voilà, de manière libre. Et bon, il y a des questions aussi qui sont des questions qui relèvent de la souveraineté des États et qu'on ne doit pas les traiter de manière banale comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, si l'APF doit prendre une position, il doit tenir compte aussi de l'avis de l'autre partie, ou bien du moins des explications de l'autre partie, puisque si on est dans une association, c'est-à-dire qu'on doit aussi être en mesure d'écouter l'autre. On ne peut pas venir à partir d'une version de fait prendre position. Et j'ai été suffisamment clair dans mes explications. La question du départ à la retraite de Mme Darlan n'est ni une destitution. Il n'y a pas de crise politique, de crise démocratique, de démocratie en République centrafricaine, puisque toutes les institutions fonctionnent. L'opposition joue son rôle. Vous avez vu, on les laisse organiser des manifestations et donc personne n'est inquiété par rapport à son opinion. Il n'y a aucun prisonnier politique, il n'y a aucun prisonnier, quelqu'un qui soit mis sous verrou à cause de son opinion. Donc la démocratie fonctionne en République centrafricaine. Il ne faut pas qu'on donne l'impression ou bien qu'on essaie de montrer aux yeux du monde qu'il y a une crise de démocratie en République centrafricaine. Madame Darlan pourrait être remplacée s'il y avait une dame qui répondait à ces critères. D'ici là, les magistrats vont se réunir pour désigner un remplaçant de M. Sango Bangafio et l'autre juge qui a remplacé la défunte Mme Pingama va prêter serment et donc
la Cour va continuer à fonctionner jusqu'à la fin de leur mandat. D'accord. L'honorable Évariste Ngamana, à vous entendre, on a bien l'impression que faire partir de l'APF finalement n'est pas une fin en soi. Alors si il arrivait qu'au sein de cette assemblée, les avis de la RCA ne soient pas suffisamment écoutés ou alors qu'ils soient muselés ou étouffés et peut-être instrumentalisés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous envisagez un départ? Bon, mais je pense que pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Et nous attendons de voir. Nous attendons de voir si la décision venait arriver, on en avisera. On avisera en fonction de ce qui va être dit. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on y fait partie de manière libre. Libre, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on peut... D'ailleurs, il y a nos voisins à côté, le Gabon, qui a quitté la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc, je pense qu'il y a des questions qu'on ne doit pas les soulever de manière hasardeuse comme ça, parce que ça risque de frustrer les uns et d'amener des divergences inutiles au sein de l'association. Nous sommes aujourd'hui membres de l'association des parlements francophones et nous continuons de travailler ensemble. Nous osons croire que en écoutant nos versions de faits, en écoutant la partie centrafricaine, parce que la section centrafricaine dispose d'un bureau et l'APF a un bureau. Et je pense que le très honorable Adama Bictogo, qui est le président en exercice en ce moment, aura aussi son mot à dire. Ce qu'on remarque, je pense qu'on se dirige peu à peu vers la fin de cette entretien, mais ce qu'on remarque, honorable, c'est que de manière générale, la République centrafricaine fait face à de nombreuses attaques, pas seulement, on va dire, c'est vrai, on a parlé de la Constitution, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attaques vis-à-vis de la République centrafricaine en termes de désinformation, fake news, des États, on va dire quoi, occidentaux qui envoient plus ou moins des menaces, des mises en garde. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, votre pays fait l'objet d'autant de problèmes, de problématiques? Pourquoi il y a autant de débats autour de la République centrafricaine? Bien, je pense que la question que vous venez d'évoquer ne relève pas que d'aujourd'hui. La République centrafricaine a toujours fait l'objet de convoitises, pour la simple raison que vous connaissez tous. La République centrafricaine regorge de beaucoup de ressources naturelles. Et évidemment, cela amène les gens à convoiter ce pays. Et aussi à cause de la perpétuelle, la récurrente crise qu'il y a eu en République centrafricaine. Et si aujourd'hui on essaie d'attaquer la République centrafricaine, je pense que c'est savamment orchestré, c'est à dessein, parce que nous avons aujourd'hui, il faut le reconnaître, un leader qui est le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui essaie de travailler pour le bien-être de la population centrafricaine, pour le bien-être de son peuple, et cela n'arrange pas tout le monde. Et je suis au regret aussi de constater que malheureusement, c'est en interne, même que certains compatriotes font le lit à ces attaques. Parce que d'aucuns pensent que c'est par la voie des armes qu'ils peuvent accéder au pouvoir, d'aucuns pensent que c'est à travers des coups d'État ou bien à travers certaines puissances extérieures qui vont les imposer au pouvoir. Non, aujourd'hui, le peuple centrafricain est devenu mature. Et si vous voyez bien, la prise de position du peuple centrafricain chaque fois, c'est que les gens aujourd'hui ne veulent plus de ces soubresauts. Ce que veut le peuple centrafricain, c'est d'avoir la paix et d'espérer au développement. Eh bien, Sike Doumbé parlait justement tout à l'heure de campagne de désinformation et de déstabilisation. Est-ce que vous pensez que le peuple fait suffisamment confiance à son gouvernement face à toutes ces informations quand même parfois assez graves qui sont diffusées, que ce soit concernant le président de la République ou encore ses proches collaborateurs? Oui, mais je vous disais tout à l'heure que c'est des trucs savamment orchestrés et le peuple n'est pas dupe. De plus en plus, vous savez, à force de martyriser quelqu'un, de le flageller, de le torpiller, il se forge une certaine personnalité. Aujourd'hui, je pense que le peuple centrafricain d'aujourd'hui n'est pas le peuple centrafricain d'hier. Et aujourd'hui, il est quand même difficile de comprendre que le peuple puisse céder facilement à ce genre de manipulation. D'ailleurs, combien de gens suivent les réseaux sociaux en République centrafricaine?
Il n'y en a pas assez. Dans les villages, dans les recoins de la République centrafricaine, comment les gens suivent ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Parce que la plupart de ces gens, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça alors la force de la République centrafricaine. Voilà, ils vont sur les presses en ligne, les presses écrites, etc. pour dénigrer les autorités, inventer des histoires. Nous tous, nous faisons l'objet des attaques. Quand vous ne connaissez pas M. Gamana, mais vous allez voir tout ce qui va être rencontré. C'est juste pourquoi? C'est pour démoraliser. Démoraliser, déstabiliser et préparer la voie aux coups bas qui sont en train d'être ourdis dans l'homme. Mais je pense que le peuple est debout et le peuple ne se laissera pas faire. Et nous sommes derrière notre président et nous allons le soutenir. Nous allons travailler pour la République centrafricaine parce qu'il n'y a rien de noble que d'aimer son pays et de travailler pour l'émergence. Est-ce que tout est mis en place aujourd'hui pour essayer de contenir cette opposition? Je n'ai pas envie d'utiliser le mot opposition démocratique, mais on sait qu'en République centrafricaine, il y a une certaine opposition justement qui essaie de mettre tout en œuvre pour renverser le pouvoir par des armes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir de Bangui détient toutes les cartes pour pouvoir maîtriser ses opposants? Bon, c'est pas sur le plateau de la télé ici que je vais dévoiler le secret peut-être défense. Pour simplifier la question, est-ce que Bangui peut faire face tout simplement à ça? C'est un État. Je pense que nous prenons la mesure de la situation et des réponses appropriées vont y être apportées. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un éveil de conscience non seulement du peuple centrafricain, mais du peuple africain en général. Donc, nous prenons la mesure de la situation. Le gouvernement y travaille. Tout le peuple est en éveil et je pense que nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Peut-être avant de sortir, Siké Doumbé parlait à présent des relations entre Paris et Bangui au vu de l'actualité. Alors, des distorsions s'observent en effet depuis plusieurs années entre les deux pays, aussi bien sur le plan diplomatique que sécuritaire finalement. Et cette fois, la diplomatie centrafricaine remet en cause les contreparties centrafricaines qui n'auraient jamais dû faire débat, si on peut le dire ainsi, notamment le fond et l'application des coopérations en rapport avec le principe de décana. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est sur la voie d'une rupture diplomatique entre Paris et Bangui? Non, je pense que ce serait trop dit. Je pense que ce serait trop dit. La République centrafricaine et la France, ce sont deux pays, deux États qui ont une histoire commune, qui ont un lien très fort. Mais je pense que cela n'empêche pas que, de part et d'autre, que certaines questions soient réexaminées. Cette question que vous venez de soulever relève de 1960. Aujourd'hui, la génération dans laquelle nous nous trouvons n'est pas la même génération qu'hier. Et le monde est en pleine mutation. Donc nous ne pouvons pas comprendre que cet dossier puisse rester figé. C'est ça qui est remis sur table pour qu'on puisse en discuter et ensemble qu'on puisse trouver des voies et des moyens afin de juguler toutes ces situations. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une crise diplomatique qui va aboutir à une rupture. Parce que de toutes les façons, c'est une question entre deux peuples. Les hommes passent, mais l'État reste. Eh bien, peut-être sortir également en parlant des relations RCA-Russie, Siké Doumbé. Oui, peut-être dans ce sens-là, parce que j'ai pas envie de dire comme le langage politique, mais bon, oui, on aura peut-être des relations entre... peut-être pour revenir sur la question, lorsqu'on demande la relation entre Paris et Bangui, parce qu'il y a également des précédents, c'est que Bangui a reçu des menaces, des mises en garde lorsque le pays a accepté d'accueillir sur son sol les instructeurs russes. Donc il y a plusieurs précédents, dont l'opinion publique internationale, du moins africaine aussi, qui pense justement qu'il y aurait, je ne veux pas dire peut-être de rupture, mais des tensions entre Bangui et bien sûr et Paris, tout simplement pour dire que est-ce qu'on pourrait s'attendre, si jamais, à une réponse claire et nette de Bangui si jamais le pays est attaqué ou menacé? Bien, je pense que Bangui ne peut pas recevoir de menaces, étant entendu que les relations, du moins les relations de coopération internationale sont de deux ordres. Ça peut être soit sur le plan bilatéral,
ou sur le plan multilatéral. Tout à fait. Et ce n'est pas la première fois que nous avons cette coopération avec la Russie, ça remonte des années 60. Exactement. Mais c'est renforcé quand même. Historiquement, pour faire un peu l'historique de la venue des instructeurs russes, ce n'est pas à la demande de la République centrafricaine, puisque le président Touadéra, au lendemain de sa prestation serment, a fait une démarche auprès de Paris afin de pouvoir rentrer en possession de quelques armes pour l'armée. Parce que l'armée était désagrégée, l'armée n'existait que de nom. Quand le président est arrivé au pouvoir, il faut le dire, il faut que l'opinion le sache, l'armée ne disposait que de 47 Kalachnikov et 100 chargeurs. Et donc le président, dans un élan de reconstruction de l'armée, s'est approché de Paris pour solliciter des aides dans le cadre de la coopération militaire. C'est comme ça que le chemin a été indiqué pour aller vers la Russie par le président Macron, et le président en a fait la démarche. Et le Conseil de sécurité a validé pour que les armes qui vont être mises à la disposition de la République centrafricaine, pour permettre le maniement de ces armes-là, il fallait envoyer des instructeurs sur place pour apprendre aux soldats comment les utiliser. Voilà, c'est comme ça que les instructeurs russes sont arrivés à Bangui en 2017 et ils ont commencé à former des bataillons. Aujourd'hui, nous sommes à 11e, 12e bataillon, voire 13e, et en même temps les doter et à les projeter à l'intérieur du pays au fur et à mesure. Et ça qui a permis la reconquête de l'ensemble du territoire aujourd'hui. Mais ce qui va poser problème, c'est l'attaque du 13 janvier. Où on se préparait, d'ailleurs le 27 décembre, où on se préparait à aller aux élections. La CPC va se mettre en place. On cherchait à mettre un coup d'arrêt à l'organisation de ces élections et aussi à faire disparaître les institutions de la République. Et puisque l'un des rôles dévolus au président de la République, c'est de protéger le territoire et son peuple. C'est comme ça que, dans le cadre des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et la Russie, ainsi que la République centrafricaine et le Rwanda, appel a été fait à ces pays frères-là de venir à la rescousse de la République centrafricaine. C'est comme ça que d'autres soldats russes ont débarqué pour pouvoir appuyer les forces armées centrafricaines dans la reconquête du territoire. Et voilà la situation. Mais comme a l'habitude de dire le président de la République, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Chinois, pour les Japonais, les Américains, les Français, etc. Mais que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Eh bien, un travail tripartite qui a été sur lequel on a jeté l'opprobre, sur lequel on a jeté des envies terroristes ou alors des projets terroristes, je vais le dire ainsi. Certains pensent que le rattachement RCA-Rwanda n'est pas de bonnes augures, d'autres penseront que le rattachement RCA-Russie n'est pas de bonnes augures. Finalement, ce que la RCA veut, c'est tout simplement avoir la sécurité sur son territoire, peu importe le partenaire. Je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune intention, ou du moins aucun acte de la part de la République centrafricaine visant à déstabiliser un autre État. Nous sommes un pays qui vient de sortir d'une crise profonde. Et donc, ce que nous voulons, c'est la restauration de la paix sur le territoire centrafricain. Et s'il y a des partenaires qui sont disposés et disponibles à nous aider, ils sont les bienvenus. J'avoue que ce qui se passe en réalité, c'est des montages, c'est-à-dire c'est des trucs savamment orchestrés. Et ce n'est pas ces États qui sont visés, mais c'est plutôt la République centrafricaine. Puisque vous savez que c'est à peine qu'on vient de lever l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Donc l'armée n'avait pas encore toutes ses capacités à réagir en cas d'attaque du territoire. C'est comme ça que ces pays amis sont là pour appuyer, excusez-moi, la République centrafricaine et son armée à pouvoir contenir ces attaques. Mais puisqu'on sait pertinemment que tant que ces forces-là vont demeurer sur le territoire centrafricain, il serait difficile de tenter une autre aventure. Donc il faut commencer à déranger du côté du Rwanda, de la Russie, etc., pour créer faire de la place à ce qui pourrait advenir. Mais je pense que le peuple centrafricain a tellement souffert, et que ceux qui tapissent dans l'ombre pour toujours penser du mal de ce peuple
puissent comprendre que l'heure est arrivée pour que cela cesse. Parce que nous avons droit à la vie, nous avons droit au développement, nous avons droit à la paix, comme tout autre peuple de la planète. Et surtout au soutien. Voilà. Surtout au soutien. Merci à vous, honorable. Peut-être on va vous demander si vous le souhaitez, parce qu'on rappelle que les Africains vous regardent. C'est un honneur pour nous de vous avoir d'ailleurs. Les Centrafricains surtout vous regardent également. Peut-être un dernier mot, un message à ceux-là qui vous regardent. Bon, bien, d'abord c'est de dire merci à For You TV qui m'a offert son plateau aujourd'hui pour me permettre quand même d'informer l'opinion sur ce qui se passe en République centrafricaine. Et je voudrais quand même saluer tout le travail qui se fait du côté de cette chaîne panafricaine, mais aussi dire à mes compatriotes centrafricains que nous n'avons pas d'autre patrie que la République centrafricaine. Et aussi comprendre que aucune institution, je l'avais déjà dit à l'époque, ne peut être au-dessus du peuple centrafricain. Même le président de la République, vous voyez aujourd'hui, le peuple lui met la pression pour la réécriture de cette constitution. Il tire sa légitimité, tout comme nous les députés, du peuple. Aujourd'hui, si le peuple décide que ça ne soit plus nous, mais c'est le peuple qui est souverain. Donc le souverain primaire, c'est le peuple centrafricain. Et nous devons écouter la voix du peuple plutôt que d'écouter la voix des sirènes, comme disait quelqu'un entre-temps. Donc notre pays nous appartient. Il faut se battre pour sa prospérité, pour la paix et dans le concert des nations, en étant en bonne coopération avec les autres États amis. Merci à vous, honorable. On rappelle que vous avez été, du moins, vous êtes notre invité de cette autre édition de l'International. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale côté de la République centrafricaine. Merci une fois de plus. Bégoudé Madone, je pense que c'est la fin de cette première partie. Dans quelques minutes, on va donc recevoir nos invités et sur la base des déclarations et affirmations ici de notre invité, eh bien nous, on va décortiquer et ce sera bien sûr l'ouverture du débat. Oui, donc on reste pour décrypter. Je vous remercie.